Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Tout de suite, les images et les informations qui marquent l'actualité. La FINUL a dénoncé une grave attaque de drones israéliens contre des casques bleus. La FINUL a fait état d'une attaque israélienne des plus graves contre son personnel depuis le cessez-le-feu, ayant mis fin en novembre à la guerre entre Israël et le Hezbollah. Hier matin, des drones de l'armée israélienne ont largué 4 grenades à proximité des casques bleus de la FINUL qui dégageaient des barrages routiers, entravant l'accès à une position de l'ONU proche de la ligne bleue. La ligne de démarcation, fixée par l'ONU entre Israël et le Liban, a déclaré la mission de l'ONU dans un communiqué. Il s'agit de l'une des attaques les plus graves contre le personnel et les biens de la FINUL. Depuis novembre, a-t-elle ajouté, sans faire état de blessés. Selon la FINUL, une grenade est tombée à moins de 20 mètres et 3 autres à environ 100 mètres du personnel et des véhicules de l'ONU. La FINUL affirme que l'armée israélienne avait été informée à l'avance des travaux de dégagement qu'elle effectuait dans la zone et ajoute que les opérations ont été suspendues après l'incident. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé jeudi de prolonger une dernière fois le mandat de la FINUL et, sous pression des États-Unis et d'Israël, de programmer son retrait en 2027. En ce début de saison scolaire, un des défis essentiels de l'enseignement est posé par la communauté éducative. Comment, à l'ère numérique et de l'intelligence artificielle, assurer aux élèves une éducation plus humaniste? Reportage Edouard Sfer. C'est la saison de la rentrée au Liban. Mais derrière les cartables et les cahiers, une grande question. Quelle école voulons-nous à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle? C'est au collège Notre-Dame de Loaizé que les écoles catholiques se sont réunies pour leur 31e colloque autour d'un thème central, comment préserver une éducation humaine alors que l'IA s'invite déjà dans les salles de classe. Mais dans un pays en crise, la technologie coûte cher. La ministre de l'Éducation le reconnaît. Une refonte totale du système est nécessaire. Mais les moyens manquent. La mécanisation et la technologie existent à différents niveaux. Au ministère, nous estimons qu'il est nécessaire que chaque classe y ait accès et nous essayons de fournir l'infrastructure et les outils aux enfants qui ne peuvent pas se les procurer. Cela fait partie des nouveaux programmes scolaires et sera utilisé dans l'enseignement et la conception des examens. Nous y voyons également un prolongement de l'amélioration de la gouvernance dans tous les secteurs et un moyen de nous permettre d'établir des partenariats qui nécessitent des données et l'ère de la numérisation ne se limite pas à l'intelligence artificielle, mais à la capacité de traiter une quantité énorme de données et de connaissances. Aujourd'hui, les écoles catholiques scolarisent 200 000 élèves, un poids énorme dans un secteur privé fragilisé par l'effondrement de la livre, les retraites en crise et des salaires en chute libre. Il est important pour nous de suivre les évolutions actuelles et de mettre l'accent sur l'importance de l'héritage culturel, moral et humain, afin de préserver notre humanité malgré tous les progrès technologiques. C'est une grande responsabilité qui incombe à nos institutions et à nos écoles. Humanisme ou intelligence artificielle, vision d'avenir ou simple survie? Pour les écoles catholiques, le défi de la rentrée 2025 dépasse largement les salles de classe. Au Soudan, la ville assiégée d'El Fasher vit son pire cauchemar. Les paramilitaires des forces de soutien rapide ont lancé fin août leur offensive la plus violente, pilonnant une population déjà affamée. L'ONU parle d'un épicentre de souffrance pour les enfants. Capitale du Darfour Nord, El Fasher est aujourd'hui le symbole du drame soudanais. Fin août, les forces de soutien rapide ont lancé leur offensive la plus meurtrière contre cette ville de 300 000 habitants assiégée depuis plus d'1 an. Coupée du monde, privée d'eau, de médicaments et d'aide humanitaire, la population survit grâce à des cuisines collectives. Mais les réserves s'épuisent et certains en sont réduits à manger de l'ombaz, une nourriture pour animaux. Une mère et plusieurs enfants en sont morts cette semaine. Les humanitaires soulignent que les maladies se propagent
Il n'y a plus d'eau potable, plus de soins pour les blessés. Chaque jour, des enfants meurent de faim ou de malnutrition sévère. En 10 jours, l'ONU a recensé au moins 89 morts à El Fasher et dans le camp voisin d'Abu Shaw. Les frappes de drones et les tirs d'artillerie visent autant les positions de l'armée que les civils réfugiés dans les camps. Ceux qui tentent de fuir empruntent la route de la mort, 70 km jonchés de corps. Beaucoup meurent de faim, de soif ou sous les balles avant d'atteindre Tawila, ville voisine où arrivent chaque jour des réfugiés épuisés. Certains d'eux racontent « Nous avons marché 3 jours, la nuit, pour éviter les contrôles. Nous avons survécu, mais ici aussi l'eau et la nourriture manquent. Entre bombardements et famine, beaucoup n'ont plus d'issue. Rester, c'est mourir à petit feu. Partir, c'est risquer la mort sur les routes. À El Fasher, l'horizon humanitaire s'assombrit chaque jour un peu plus. » Gel, grêle, canicule. Les agriculteurs turcs parlent d'une saison en enfer. Dans la région fertile d'Adana, comme ailleurs, jusqu'à 40% des récoltes ont été détruites. Le changement climatique met en péril la sécurité alimentaire et les exportations du pays. Des citrons marqués par le gel, la grêle et un soleil brûlant. À Adana, au sud de la Turquie, Alaeddin Kogal a perdu près de 40% de sa récolte. Il raconte « C'est comme si un incendie avait ravagé mes arbres. Je n'ai jamais vu ça. » Dans la vallée de Çukurova, qui fournit 40% des citrons du pays, les récoltes ont été décimées par une météo devenue imprévisible. Gel à -8 degrés Celsius en février, grêle au printemps, puis record de chaleur en août avec 47,5 degrés Celsius. Les experts parlent d'effets directs du changement climatique. En juillet, la température moyenne a dépassé de près de 2 degrés la normale, tandis que les précipitations se sont effondrées, atteignant leur plus bas niveau depuis 65 ans autour de Marmara. Mohamed Agin Dogan de la Chambre d'agriculture locale déclare pour sa part « Les effets du réchauffement sont visibles. Les agriculteurs ne savent plus comment protéger leur culture. Nous avons besoin d'un soutien urgent. » À l'est, les abricots, les figues et même les célèbres noisettes turques, qui assurent 70% de la production mondiale, ont aussi été touchés. Le ministre de l'Agriculture évoque déjà des centaines de millions d'euros de pertes. Le président Erdogan promet des aides d'État, mais sur 470 000 agriculteurs touchés, seuls 50 000 étaient assurés. Pour les autres, c'est la survie qui est en jeu. Les citrons risquent de devenir une denrée rare cet hiver, avec des prix déjà plus élevés qu'en Europe du Nord. Pour les agriculteurs turcs, la saison 2025 restera comme l'une des plus destructrices, pire encore que les séismes. La Russie a lancé une vaste attaque sur l'Ukraine avec plus de 500 drones et missiles dans l'ouest, privant des milliers de foyers d'électricité. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé l'impunité affichée par son homologue russe Vladimir Poutine et cela exige sans aucun doute une réponse de la part du monde, a-t-il déclaré. Dans la région de Tchernigiv, au nord, 30 000 personnes sont privées d'électricité après un bombardement sur des infrastructures civiles. L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que Moscou avait lancé 502 drones et 24 missiles. Des responsables régionaux de l'ouest du pays ont déclaré que plusieurs personnes ont été blessées et que des habitations et des infrastructures civiles ont été endommagées. Moscou pilonne l'Ukraine quasi quotidiennement avec missiles et drones depuis qu'elle a lancé son invasion à grande échelle en février 2022, déclenchant le conflit le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. À Pékin, Vladimir Poutine et Kim Jong-un affichent leur unité. Le président russe a remercié son homologue nord-coréen pour l'envoi des soldats aux côtés de l'armée russe dans la guerre en Ukraine. Une rencontre hautement symbolique en marge de célébration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un tête-à-tête aux allures de défi lancé à l'Occident. À Pékin, Vladimir Poutine et Kim Jong-un se sont retrouvés en marge des cérémonies célébrant les 80 ans de la victoire sur le Japon.
Le président russe a salué des relations devenues, selon ses mots, particulièrement amicales, basées sur la confiance entre alliés. Moscou reconnaît désormais ouvertement la participation nord-coréenne au conflit ukrainien. Un contingent de soldats de Pyongyang aurait combattu aux côtés des forces russes à Koursk, région frontalière partiellement occupée par les Ukrainiens en 2024. Poutine a remercié le peuple nord-coréen pour sa participation courageuse et héroïque. Il a ajouté « Nous n'oublierons jamais les pertes subies par vos soldats ». Ces remerciements marquent un nouveau cap dans une coopération militaire qui s'est accélérée depuis 2 ans après la signature d'un accord de défense mutuelle en 2024. Pour Moscou, Pyongyang est devenu un allié stratégique dans une guerre qui s'enlise. En se montrant côte à côte à Pékin, les 2 dirigeants affichent leur unité militaire et diplomatique, renforçant l'image d'un bloc russo-asiatique décidé à tenir tête aux pressions occidentales. C'est le film le plus attendu de la Mostra de Venise. The Voice of Hind Rajab, consacré à la fillette palestinienne tuée à Gaza en janvier 2024. L'œuvre de la réalisatrice franco-tunisienne Kawthar Benhania promet un moment de cinéma bouleversant et hautement politique. La Mostra de Venise entre zones de turbulence, The Voice of Hind Rajab, inspirée de l'histoire tragique d'une fillette palestinienne tuée à Gaza, est présentée en compétition officielle. Hind Rajab avait 5 ans, le 29 janvier 2024. Elle avait passé des heures au téléphone avec le secours avant d'être retrouvée morte dans une voiture visée par des tirs israéliens. Ces appels à l'aide sont au cœur du film. La réalisatrice Kawthar Benhania raconte avoir découvert ces enregistrements presque par hasard. Elle a obtenu le consentement de la famille et travaillé avec des acteurs palestiniens pour donner corps à ce drame. Wissam Hamada, la mère de Hind, espère que ce film arrêtera la guerre et sauvera d'autres enfants. Le festival est déjà marqué par une forte charge politique. Samedi, des milliers de personnes ont manifesté pour demander à la Mostra de condamner les actions d'Israël à Gaza. Le directeur artistique du festival, Alberto Barbera, a reconnu en juillet que le film aurait un fort impact sur le public. Le projet bénéficie de soutien prestigieux. Brad Pitt et Joaquin Phoenix en sont les producteurs exécutifs. Ils ont déjà vu le film et salué son intensité. Après Venise, The Voice of Hind Rajab poursuivra sa route à Toronto et Londres. Certains le voient déjà en course pour les Oscars. Mais avant tout, il promet de laisser une empreinte émotionnelle et politique profonde sur la Mostra. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée et à demain pour un rendez-vous de l'actualité sur Télé Libre.